Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire sur comment analyser efficacement vos résultats de questionnaires quantitatifs. C'est la partie 2, puisqu'en fait, à la base, on avait fait un webinaire sur comment construire un questionnaire quantitatif efficace. Et ce webinaire, il avait eu lieu il y a un mois. Et à l'origine, quand on avait pensé ce webinaire, on voulait faire un webinaire pour expliquer comment bien faire un questionnaire quantitatif, puisque le questionnaire quantitatif, c'est une méthode qui est très répandue parmi les designers, parmi les product managers, parmi les entrepreneurs, mais qui est très mal comprise. Et l'idée, c'était vraiment donner toutes les billes pour réussir ces questionnaires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire qu'on a séparé ça en deux parties. Une partie sur comment le construire bien et une partie sur comment l'analyser. Alors, je vais commencer par vous présenter les intervenants. Donc, moi d'abord, je suis France, je suis CPO cofondatrice de Tandems. C'est moi qui organise tous les webinaires de Tandems. Et nos webinaires ont un format très précis qui est qu'on fait du live. On s'appuie toujours sur des exemples hyper concrets de vraies entreprises et de vrais entrepreneurs le plus souvent pour les aider dans leur recherche utilisateur et pour utiliser leurs exemples, leurs entreprises ou leurs produits comme exemple de travail pour des webinaires où on vient creuser à fond une méthode. Donc, on a fait des interviews utilisateurs en live, on a fait des tests utilisateurs en live et cette fois, on parle des questionnaires quanti en live. Et plus précisément, Tandems, qu'est-ce que c'est? En fait, Tandems, on est une plateforme de recrutement de testeurs pour la recherche utilisateur, donc pour vos tests utilisateurs, interviews et questionnaires. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tous les produits puissent se co-créer avec des utilisateurs, donc d'obtenir le feedback de vraies personnes dans la cible de vos produits et de vos services. Et on fait toutes ces séries de webinaires parce qu'en fait, pour nous, c'est hyper important que la recherche utilisateur, de diffuser en fait les méthodes de recherche utilisateur pour que la recherche utilisateur se fasse de manière en suivant les bonnes pratiques, on va dire, parce que c'est en suivant les bonnes pratiques qu'on va obtenir des bons résultats qui vont nous permettre d'avancer. Mais assez parlé de moi, je vais représenter Laetitia qui était là au premier chapitre, qui avait été celle qui présentait la partie sur construire un bon questionnaire quanti et Laetitia qui est chargée de data et d'expérience visiteur au musée d'Orsay et de l'Orangerie. J'ai bien capté cette fois qu'il fallait dire les deux en même temps. Et Mathieu Klein, qui est donc Product Designer et User Researcher chez Open Classrooms et qui est celui qui va nous présenter ce chapitre cette fois sur comment analyser. Et comme je disais, comme on est toujours sur des exemples live hyper concrets, l'objectif, c'est donc de vous présenter des résultats de questionnaire, d'utiliser comme exemple des résultats d'un vrai questionnaire. Et pour ça, on est allé demander à Clément Servent de Oli, qui est donc le fondateur de Oli.io et qui est à l'origine du questionnaire qu'on a reconstruit ensemble lors de la première session du webinaire et qui aujourd'hui cette fois nous partage les résultats de ce nouveau questionnaire qui nous a aussi beaucoup aidé dans l'analyse parce que Clément est data analyst. Voilà. Clément et Mathieu, vous aurez à nouveau l'occasion de vous présenter quand je vous passerai la main, mais je voulais juste finir sur vraiment un peu réexpliquer la méthode et le concept de ce webinaire en particulier. L'idée était que Clément avait fait un questionnaire à l'origine pour Oli. On l'a reconstruit avec lui lors de la première phase de ce webinaire. Et ensuite, on a demandé à tout le monde, donc normalement, vous, aujourd'hui dans l'audience, vous avez répondu à ce questionnaire qui portait sur la notion de veille digitale. Et c'est vos réponses en fait qui vont nous servir aujourd'hui de support de présentation, de support d'exemple pour montrer un peu comment faire pour efficacement analyser un questionnaire. Et pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça? Parce qu'en fait, quand on a un questionnaire, qu'on a plein de réponses, des centaines de réponses, qu'on a des questions ouvertes, qu'on a des questions fermées, qu'on doit essayer d'en tirer de l'apprentissage, et ben en fait, c'est facile de s'arracher les cheveux, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai 400 réponses, je ne sais pas, je ne suis pas data analyst. Est-ce que ça veut dire que je dois devenir data analyst? Non, bien sûr, l'idée de ce webinaire, c'est de vous apprendre à le faire rapidement, efficacement, tirer des apprentissages sur lesquels vous allez pouvoir partir avec confiance, avancer sur vos produits et vos services,
sans pour autant vous demander d'avoir des connaissances ultra poussées en analyse de données. Voilà, voilà. Mais j'en dis pas plus parce que sinon je spoilerai toute la présentation de Mathieu. Et Mathieu, je te laisse prendre la main si cela te va. Très bien. Alors. Et du coup, ce que j'ai oublié de dire, bien sûr, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et soit on les posera à la fin, et si c'est vraiment hyper dans le sujet de ce que Mathieu est en train de dire, on pourra aussi les poser pendant la présentation. Super, en tout cas, merci pour l'introduction, France. Effectivement, c'est donc la deuxième étape, le deuxième épisode de ce webinaire sur l'étude quanti sur la veille. Et ce que je vous propose, c'est de passer au travers de cette analyse en 3 étapes. Une première étape qui portera sur la préparation des données et comment nettoyer et préparer les jeux de données pour pouvoir les utiliser efficacement. La seconde étape portera plus spécifiquement sur l'analyse. Et là, je parle encore sous le regard de Clément. On restera sur un niveau d'analyse qui est accessible, quelque chose dont on peut tirer des insights facilement sans avoir à faire des analyses trop complexes avec des logiciels qu'il faudrait apprendre avant de pouvoir le faire. Donc, on restera sur des outils grand public comme Google Sheet essentiellement et les visualisations qu'on peut avoir dans des outils de questionnaires comme Typeform ou Google Form. Et enfin, on passera sur la communication des résultats et on verra les différents types de visualisation qu'on peut faire, tout en restant, encore une fois, très simple et orienté résultat. L'idée ici est vraiment de tirer des insights de tout ça. Alors, avant de débuter peut-être la préparation des résultats, ce que je propose, c'est de faire un peu une mise au point sur des notions assez élémentaires dans l'analyse des données, pour qu'on ait une bonne représentation commune des outils qu'on va utiliser. Donc, le principe déjà de l'analyse quantitative, c'est de mesurer le comportement au travers d'un questionnaire d'une partie d'une population visée. Ici, dans le cadre de l'analyse que Clément a réalisée, il cherche à évaluer les pratiques de veille d'un certain type de population, que ce soit des professionnels, peut-être des consultants, et on le verra ici, ce sont par exemple une majorité de chercheurs et de designers qui ont pu répondre à ces questionnaires. Donc, on a une notion de population, mais la population globale, elle, est très, très difficile à aller chercher. On peut bien imaginer qu'on ne peut pas consulter tout le monde. Donc, on va se baser sur un échantillon. Donc, notre questionnaire, précisément ici, il va utiliser un échantillon de cette population qu'on vise afin d'en tirer des enseignements. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dépendant de la généralisation que vous voulez faire de vos enseignements, vous allez utiliser 2 approches, 2 méthodes différentes. Dans le cadre de cette étude, on utilisera essentiellement ce qu'on appelle des statistiques de l'analyse descriptive. On va décrire les comportements ou les données que nous ont fournies les personnes qui ont répondu à cette étude. Donc, on va décrire les données de cet échantillon. Si on voulait, par exemple, généraliser les enseignements de cette étude à la population générale des consultants, des professionnels, des designers de France, il faudrait du coup utiliser ce qu'on appelle de la statistique inférentielle avec plus de complexité. Il faudrait réajuster les échantillons, redresser l'échantillon, ce genre de choses. Donc, on va ici se concentrer précisément sur la statistique descriptive. De même, dans la statistique descriptive, on va rester sur un niveau d'analyse qui est relativement simple.
On n'abordera pas des notions un peu plus péchues comme des qui-deux, des ANOVA, enfin des choses qui permettent de faire de l'analyse plus complexe. Et pourquoi est-ce que l'analyse descriptive est importante? Elle est importante parce qu'elle nous permet d'avoir à la fois une vue macro des données et elle nous permet aussi d'aller chercher plus précisément, on va le voir, une vue micro sur certaines questions, certaines variables et de trouver des insights là-dessus. Et enfin, elle permet aussi, avant éventuellement de faire les stats inférentielles, d'identifier des erreurs ou des anomalies dans les données. Donc, elle permet de vérifier la qualité générale de la donnée. N'hésitez pas à interagir ou à poser des questions. Je crois que je n'ai pas le chat en visu. OK, je l'ai déjà. Voilà. Donc, on a vu la notion de population, on a vu la notion d'échantillon réduit. Et pour mesurer tout ça, il y a quelques notions de base qui est toujours bon de rappeler. La notion de moyenne, ici, c'est une liste de valeurs numériques divisée par le nombre de valeurs, rien de compliqué. Tout le monde a déjà vu ce type d'outil. La petite sœur, mais qui peut être utile parfois, c'est la médiane. La médiane, elle sépare la moitié inférieure de l'échantillon de la moitié supérieure des données, pardon, et elle est moins influencée par les valeurs extrêmes qu'on peut avoir dans un jeu de données. C'est intéressant toujours d'utiliser les deux parce que la moyenne, elle, peut être déformée par ce type de choses. Voilà. Et la troisième et dernière notion, et après on s'arrêtera là sur les notions, qui peut être intéressant d'avoir en tête, c'est l'écart type. L'écart type, il donne en fait un indicateur global de la dispersion des valeurs de l'échantillon. Et si on regarde ici le graphique, on se rend compte que pour une même moyenne, le graphique rouge et le graphique bleu ont des écarts types totalement différents. Le graphique rouge, lui, est à 10, le graphique bleu est à 50. Et donc, ici, l'écart type nous donne finalement la tendance de l'étalement et de l'éclatement des données dans l'échantillon. Toujours clair? OK. Donc, rapidement, ce qu'il faut retenir avant de passer à la préparation des données, ce qu'on recommande effectivement, c'est de chercher à obtenir un seuil minimal de 100 réponses. Et pour cette étude, après avoir sollicité beaucoup de gens autour de nous, on a réussi à obtenir ce seuil-là. Pourquoi est-ce qu'on demande un seuil minimal? C'est le seuil minimal on va dire, de significativité statistique. Ça permet aussi de pouvoir utiliser les notions de pourcentage. Quand on parle d'un échantillon de 10 personnes et qu'on le rapproche à un échantillon, enfin qu'on utilise des pourcentages, on fait à la fois des abus de langage et on déforme en fait la réalité de ce qu'on a observé. Basiquement, on propose aussi de commencer le travail et la préparation des données 2 à 3 jours après avoir envoyé l'étude. En tout cas, après avoir envoyé la dernière relance sur le questionnaire, sur l'étude, parce qu'on va le voir, à moins de traiter les données de manière dynamique, si vous le faites de manière statique, c'est-à-dire si vous recodez vos données à la main, en fait, si vos répondants continuent d'envoyer des informations, vous allez devoir refaire le travail 2 fois. Et ça, c'est toujours pénible. Donc, 2 à 3 jours, vous laissez les dernières réponses arriver et généralement, c'est bon. Et enfin, on va se concentrer sur ce qu'on cherche à apprendre. Ça paraît être assez logique, mais c'est vrai qu'on va vite tomber dans un jeu de données qui peut être assez conséquent, avec un nombre de questions assez conséquent. On a envie de tout croiser, on a envie de tout regarder, mais on prend un temps assez important à vouloir justement chercher tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les hypothèses de départ et les formaliser. Dans le cas de Clément, il y avait un certain nombre de questions de recherche, il avait des hypothèses assez concrètes dont on parlera justement au niveau de l'analyse.
Alors, sur la préparation des données, Peut-être, il n'y a pas eu de question à ce sujet, Mathieu, mais je voulais juste réagir sur un point, qui est de dire ouais, qu'il faut attendre qu'on ait à peu près toutes ces données avant de commencer l'analyse, ce qui paraît logique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder, les données, et en amont, enfin, pendant qu'on les reçoit, pour préparer mentalement déjà peut-être certains schémas, commencer à se dire, ah, je pourrais peut-être la prochaine fois poser la question différemment, etc. Ça, voilà, juste d'insister sur complètement. cela. Complètement. Et effectivement, on va le voir, hein, entre la préparation et l'analyse, il y a vraiment une sorte de cycle itératif qui se réalise. Et comme tu le dis, le fait de pouvoir s'approprier les résultats progressivement, les outils, justement comme Typeform, Google Form, permettent déjà de voir des schémas, un peu des visualisations générales sur les données qui arrivent. C'est effectivement une bonne pratique aussi. D'autant que sur certains outils, il est possible de voir si des questions provoquent du drop. C'est-à-dire que certaines personnes ne vont pas forcément au bout de votre étude et il est possible d'identifier ce genre de choses. Donc, en cours d'étude, vous pouvez après modifier la question, voir si les données sont vraiment étranges, de pouvoir modifier l'intitulé de la question ou l'item. Là, ça redemandera du traitement après, donc c'est vraiment quelque chose à éviter la plupart du temps. OK. Donc, si on passe à la préparation des données, quel est l'intérêt de la préparation des données? L'idée, c'est de rendre les données exploitables pour l'étape d'exploration, l'étape de découverte et d'exploration des données. Ça passe par plusieurs types d'actions. On va en voir 2 ou 3 en live. Ça va être un peu le stress du live avec Google Sheet. L'idée, c'est de voir deux, trois actions là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça comporte? Il y a la collecte des données, il y a le nettoyage des données, il y a l'enrichissement potentiellement des données, ou encore la fusion de certaines valeurs qui peuvent être intéressantes. Donc, en type d'action et les principales actions qu'on va être amené à faire lorsqu'on va préparer les données, ça va être corriger les valeurs, donc corriger certaines valeurs fausses. Voilà, il y a des valeurs marginales, il y a des saisies qui sont faites par les participants, il y a des erreurs dedans, donc l'idée c'est de corriger tout ça. Les valeurs aberrantes, on va voir aussi que ça peut arriver, ou potentiellement les champs vides si c'est utile. On va convertir aussi un certain nombre de réponses qualitatives en valeurs numériques pour pouvoir en tirer des insights et des enseignements de type justement moyenne, médiane ou écart type, comme on a vu. On va intégrer tout le champ des réponses autres. On l'a vu dans la session précédente. On a essayé de limiter le nombre de questions ouvertes parce que le traitement des questions ouvertes est très complexe à gérer et très complexe à recoder. On a créé un certain nombre de questions à choix multiples et là, on verra aussi que il y a des contraintes lorsqu'on traite les réponses à choix multiples. Et dans ces réponses à choix multiples, souvent, on a proposé des champs autres. Donc, les champs autres, ce sont juste une autre forme de questions ouvertes. Les gens saisissent les données comme ils le pensent. Et derrière, il va falloir retraiter ces données pour pouvoir les utiliser, les intégrer aux visualisations. Et enfin, comme on l'a dit, c'est itératif. Donc, on va traiter les données pour faire de l'analyse. Et quand on va faire l'analyse, on va se rendre compte qu'il faut retraiter les données. Donc, ça fait partie de ce cycle de préparation. Peut-être pour boucler sur ce point-là, encore une fois, ici, l'idée, c'était de rester accessible et sur un niveau que je veux dire, moi, je suis user researcher, que des PM, que des designers, des UX designers, des business développeurs peuvent utiliser. Il y a des outils qui sont plus spécialisés dans l'analyse statistique, comme des outils comme Tableau, et on le verra à la fin. Clément nous fera une petite démo du dashboard qu'il a fait, qui est super intéressant. Il y a des outils comme SPSS aussi qui peuvent rentrer vraiment dans l'analyse statistique massive.
Et enfin, il y a des langages. Si vraiment vous êtes hyper calé sur le sujet, vous avez des langages comme R ou Python qui vous permettent de faire de l'analyse de données, du nettoyage de données. On n'en est pas là, on va rester sur les basiques avec Google Sheet principalement. Avant de sauter dans le jeu de données, un petit conseil, effectivement, entre le questionnaire qui est très concret, c'est-à-dire très centré utilisateur avec des questions qu'on a pris du temps à formuler, et le jeu de données, il peut y avoir une différence de lisibilité, un peu deux salles, deux ambiances. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux côte à côte et de pouvoir aussi se remettre en contexte les différentes questions lorsqu'on va les voir. Et ça, on l'a dit un peu plus tôt, effectivement, ce n'est pas quelque chose de linéaire. On ne va pas faire de la préparation, de l'analyse et point barre. Souvent, la préparation va nous faire nous poser des questions ou affiner des hypothèses. On va répondre à ces hypothèses et ça va nécessiter du retraitement derrière pour aller encore recroiser de la donnée. Si c'est toujours clair. Oui. J'ai entendu quelqu'un qui voulait intervenir, je ne sais pas. Quelqu'un voulait poser une question, peut-être? Non, j'ai l'impression que c'est plus... Pas de problème. Sinon, dans le chat. Ouais. OK. Et donc, c'est là que le live du traitement de données commence. Hop. Est-ce que vous voyez toujours cet écran avec cette masse de données? Yes. Oui. Super. Donc, ce qu'on récupère de Typeform ou de Google Form, c'est souvent ce type de tableur indigeste avec tout un paquet de données, la plupart du temps agrégées, agglomérées dedans. Et on va faire 3 exercices un peu pour s'approprier ça et pour permettre d'utiliser la donnée. Donc, le conseil est un peu dans l'idée de ce que disait France un peu plus tôt. Le conseil aussi, c'est de pouvoir utiliser les visualisations des données disponibles déjà dans les outils. Avant même de sauter dans le fichier de données, le jeu de données, ce qui est important, c'est de commencer à comprendre un peu ce qui se passe. Je regarde juste justement si j'ai ça. Okay. Voilà. Donc après, les visualisations seront génériques, elles seront pré-programmées en fonction du type de questions que vous avez pu générer. Mais voilà, dans ce type de visualisation, on a déjà tout un paquet d'insights. Et si on voulait, on pourrait potentiellement se limiter à ça en interprétant question par question le type de réponse. Après, il y a des limites. Ici, on voit que les réponses sont des réponses cumulées. Donc, c'était du réponse à choix multiple. On a des réponses autres qui ne sont pas agrégées, donc on ne peut pas encore analyser ce genre de choses. Mais basiquement, c'est déjà un niveau d'information intéressant. Donc l'idée, c'est effectivement de lire ça et de se poser des questions, de commencer à se poser des questions par rapport aux données. Donc on va faire 3 rapides exercices de cleaning pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc ici, si on regarde les premières questions à choix multiples, sur ce type d'item, par exemple, on voit que, hop, on va le prendre ici, pour ne pas tout casser. Donc, une des recommandations aussi qui arrive un peu plus tard, c'est systématiquement dupliquer votre jeu de données. Travaillez pas sur la source, travaillez sur une copie, parce que vous aurez sans doute à faire des allers-retours entre les visualisations et les données. Donc, base de départ, travailler sur un jeu de copie. Donc ici, on voit par exemple sur la question qui concernait les applications d'agrégation d'actualité que en fait, tout est mis bout à bout. Donc, si une personne a sélectionné 4 réponses à la fois, en fait, toutes les réponses sont accolées dans un même champ. Et avec ça, en fait, vous avez
c'est quasiment impossible de générer de la visualisation avec ça, parce que il va faire un item par ligne et ça ne vous apprendra rien du tout. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut facilement cleaner ce genre de choses. Donc ici, j'ai la notion justement d'application et d'outils de sauvegarde de contenu. Et on voit effectivement que certains sont séparés par des virgules, des espaces. Et l'idée, c'est on aimerait pouvoir avoir cette liste, mais une notion par colonne. Donc, une fonction qui est toute bête et qui marche super bien, c'est la fonction split que vous pouvez utiliser. Donc, avant ça, vous jetez un œil à vos données. On verra ici, j'ai un peu nettoyé le jeu de données pour justement que ça ne pète pas dans tous les sens. Mais effectivement, ça nous permet aussi de voir comment sont structurées les données. Parfois, c'est séparé par des espaces, parfois par des points-virgules, parfois par des virgules. Et donc, il y a un petit travail à faire là-dessus. Donc, une fois que vous avez défini la fonction split, vous pouvez simplement utiliser ça sur l'ensemble de l'échantillon et on voit que en fait, la colonne de données agrégées finalement se divise en plusieurs colonnes. Et dans chaque colonne, on a le type d'outil utilisé. Donc là, ça peut déjà être intéressant pour retraiter ça. Et quand on fait ce travail-là, on se dit, OK, en fait, on avait initialement, si on regarde la visualisation produite par Typeform, on voyait effectivement que Notion était celui le plus utilisé, devant Pocket et ici OneNote. Donc on avait déjà en fait de l'insight dans ce genre de choses. Mais on voit aussi que les données sont cumulées. Ça veut dire que les gens ont utilisé, ont répondu plusieurs choses à la fois. Donc on peut s'interroger par exemple, dire, en fait, en moyenne, combien d'outils sont utilisés par les gens? Si les gens répondent plusieurs choses, c'est probablement qu'ils utilisent plusieurs outils. Donc le fait de diviser en fait ce genre de champ permet déjà de voir combien d'outils les gens ont répondu. Et après, de la même manière, vous pouvez utiliser des fonctions, encore une fois, tout à fait accessibles. Si on a Counta qui va compter, si on regarde, le nombre de valeurs qui sont dans les colonnes qu'on vient de créer. Et là, on peut directement appliquer ça sur nos colonnes. On ne va pas aller trop loin parce qu'il va me compter. Hop, supprimer jusque là. Voilà. Et donc, il va me compter le nombre de valeurs affichées dans la première colonne. Et ici, on peut ensuite facilement visualiser en fait, le nombre d'outils moyens qui ont été saisis. Donc, on voit ici qu'en moyenne, les gens qui utilisent un outil, parce que les valeurs ici négatives, enfin les valeurs nulles ont été soustraites, les gens qui utilisent des outils pour enregistrer leur information, en moyenne, on utilise 1,54, c'est-à-dire entre 1 et 2, et on a des valeurs un peu plus conséquentes sur ici de 4 ou 3 ou 4 outils différents. Donc ça vient apporter finalement une autre réponse à cette question qui porte sur les outils de sauvegarde de l'information. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'est pas une question, mais c'est juste que du coup, en regardant la donnée, je me dis, en plus, on peut voir des trucs intéressants comme ça, en se disant, en fait, quand quelqu'un utilise qu'un seul outil, souvent c'est Notion, alors que quand ils en utilisent plusieurs, et tu vois, je vois pas, si parfois il y a Notion dans le tas, mais la plupart du temps, je vois pas Notion dans le tas, quoi. Je trouve qu'il y a hyper intéressant à voir, en fait. Effectivement. En fait, c'est la première visualisation que j'avais produite. Alors là, c'est du plus de live que de live. Mais c'est la première visualisation que j'avais produite. Et en fait, celle-ci, donc là, j'ai repris tous les données cumulées. Okay, et ce qui est intéressant, effectivement, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pour tous les autres outils, souvent, on a plusieurs outils à la fois. Et il y a Notion qui sort ici.
assez majoritairement, et seul. Donc, effectivement, Notion est souvent l'outil qui est utilisé tout seul, peut-être parce qu'il est polyvalent, peut-être parce qu'il fait beaucoup de fonctionnalités. En tout cas, ça peut amener à cette réflexion-là. Tout à fait. Et on a un autre type de visualisation qu'on verra un peu plus tard dans la partie analyse, que sont les corrélations. Et là, on aura d'autres insights sur cette notion-là qui est vachement intéressante. Je poursuis. Alors là, on est dans de la pure question ouverte. Quel est votre avis sur l'utilisation des outils de mutualisation des informations dans votre entreprise? Donc là, on n'a pas proposé le choix. La personne, elle devait taper elle-même les réponses. Donc forcément, on n'a pas de manière de recouper l'information à ce stade. Et donc, l'idée, c'est de faire du tri ici thématique. On verra, il y a plusieurs possibilités de traitement sur les questions ouvertes, ou du tri thématique, comme je l'ai proposé. Ça veut dire qu'on va se contenter de l'analyse globale et thématique. On ne va pas revenir sur du quantitatif. Et il y a du tri et du recodage qu'on va pouvoir faire sur une autre question juste après, qui, elle, va permettre de retrouver le quantitatif et de pouvoir utiliser la donnée. Donc, sur ce type de questions ouvertes, et on en a souvent, c'est un peu pénible à traiter. On peut le lire un peu bout en bout, mais ce n'est pas évident d'identifier un peu les différents thèmes, les différents éléments qui sont abordés. Donc, ce que je propose, c'est d'utiliser un outil très pratique déjà, qui est la notion de filtre, ici. On va se faciliter la vie, et donc on va supprimer toutes les cellules vides. Yep. Voilà, donc là, je vais copier-coller l'ensemble de ces éléments, et je vais aller dans un outil qui, pour lui, du coup, n'est pas du tout un outil d'analyse quantitatif. Ici, j'utilise FigJam, donc, qui est le petit frère de Figma, que certains d'entre vous doivent connaître. Vous pouvez faire ça dans Mural, vous pouvez faire ça dans... bref, le nom m'échappe. Mais voilà, donc ça permet déjà de quoi faire. Ça permet de récupérer toutes ces données et en copiant-collant. Attention, la magie du live. OK, wow. En fait, vous récupérez déjà toutes les données sous forme de post-it. Donc, ça vous permet d'analyser ça et de manipuler l'information pour la traiter. Donc, je vois Klaxoon, Miro, effectivement, il y a masse d'outils, mais j'en ai encore un autre, c'était... bref, c'est pas grave. Parce que certains outils, en fait, ce qui est intéressant après, ici, c'est pas forcément le cas, mais certains outils permettent de réextraire l'information, c'est-à-dire de pouvoir exporter à nouveau les données qu'on a traitées et de les avoir recatégorisées. Donc, voilà. Métro rétro, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, dans Métro rétro, vous pouvez aussi faire ce genre de truc. Donc ici, on a une masse d'informations, celle qu'on avait tout à l'heure, mais on peut commencer à la manipuler. Donc là, on voit par exemple une réponse positive. Super. Ici, on voit une réponse plutôt négative. Donc, un des axes qu'on peut choisir pour analyser l'information, ça peut être réponse positive, réponse négative, et commencer à les organiser sous cette forme-là. Donc ça, c'est assez basique. On peut le faire seul. L'idée, c'est aussi de pouvoir le faire à plusieurs pour que ça, du coup, ça aille plus vite et du coup, bénéficier aussi de l'intelligence collective des gens qui ont voulu et qui ont participé à l'étude. Donc, ici, je l'ai fait un peu l'exercice en amont. OK, donc voilà, on peut après regrouper les éléments positifs, les éléments négatifs. Là, j'ai coloré les post-it pour donner juste plus de sens aux éléments. Et effectivement, on retrouve des aspects plutôt déclaratifs. Et là, c'est assez basique. J'ai mis les éléments ici assez basiques sous l'angle positif-négatif. Mais un autre élément, enfin une autre forme de tri qu'on peut effectuer, c'est le tri plutôt thématique. Et là, on va faire ce qu'on appelle en UX design un diagramme d'affinité. Donc, on va regrouper les post-it par thème et on va commencer à mettre des catégories et des sous-catégories
dans ces regroupements. Donc là, dans les problèmes identifiés chez les participants, on voit qu'il y a différents types de problèmes, des problèmes de structure dans la sauvegarde de la donnée, des problèmes de process, des problèmes d'outils, d'ergonomie, de recherche, ainsi de suite. Tout ça, une fois que vous l'avez agrégé, ce qu'on recommande aussi, c'est diviser les post-it. Quand vous avez plusieurs idées dans le même post-it, vous recréez un post-it et vous le mettez dans la bonne catégorie. Et après, simplement, en sélectionnant copiant-collant, vous pouvez réintégrer ces éléments dans votre Google Slide ou dans votre document de manière générale et récupérer finalement les éléments. L'intérêt de cette analyse thématique, c'est quoi? C'est que déjà, vous faites du regroupement, vous donnez du sens à ces données qualitatives que vous avez récupérées et vous conservez aussi le wording, les éléments de langage qui ont été utilisés, qui peuvent par la suite être réutilisés pour des fins de communication, de marketing. Vous avez ces éléments-là. On verra dans le dernier traitement qu'on va faire, mais on perdra un peu ces éléments-là parce qu'on va essayer d'homogénéiser le codage. Voilà. Si on revient sur notre exercice de cleaning, donc on a vu qu'effectivement, le premier cleaning, c'était pour réétaler les notions de choix multiples et intégrer les réponses autres qui avaient pu être ajoutées. Dans le deuxième, on a fait du trait thématique sur des réponses ouvertes. Et ici, on se retrouve à nouveau avec une question à choix, enfin une question ouverte, qui portait, elle, sur l'intitulé du poste. Et ça, c'est un peu, comment dire, c'est un peu critique parce qu'effectivement, en fonction des intitulés, on peut avoir des pratiques de veille différentes, on peut avoir des outils différents. Et donc, ici, le traitement purement thématique, comme on vient de le faire, n'est pas suffisant parce qu'on veut pouvoir récupérer l'information derrière. Donc, quand on regarde les données, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'il y a déjà des choses très similaires. Si vous regardez sur UX, vous avez user researcher, consultant UX, designer UX. Donc, il y a certainement des groupes qu'on peut recréer. On va avoir la même chose sur le produit, ainsi de suite. Et si on cherche à visualiser tout ça, en fait, on récupère des diagrammes illisibles, de fait, parce que les choses ne sont pas regroupées. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça? L'idée, déjà, c'est de supprimer les doublons et de récupérer la donnée. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, pour récupérer ça, c'est créer assez basiquement un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il déjà, il supprimait les éléments qui étaient en double. On le voit ici, on a moins de valeurs. On est à 70 valeurs. Et en plus, les données sont directement classées par ordre alphabétique. Donc là, on peut directement prendre ça, copier ça, et on va aller le coller ici. Pour le coup, je l'ai déjà fait pour vous épargner la manœuvre. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que lorsque c'est réorganisé, on voit qu'on a du chef de projet marketing digital, du chef de projet innovation. Donc, on a des éléments qui sont similaires, mais du coup, qui ont été orthographiés ou structurés différemment. Là, j'ai fait un peu le boulot avant. Donc, on peut uniformiser ça. Ici, par exemple, sur l'exemple du chef de projet, on va considérer que ces trois-là sont des chefs de projet. Et donc, on va uniformiser ça. On fait le boulot au fur et à mesure et on se rend compte que progressivement, on a de moins en moins d'items différents dans cette colonne. On réutilise autant que possible les catégories qu'on a trouvées ici. Une fois qu'on a ça, on revient à notre liste initiale, donc celle sans fin avec un ensemble de données hétérogènes. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est la manip de recherche V ou VLOOKUP
très, très utile quand on veut faire ce genre de retraitement de données, parce qu'en même temps, elle va vous le faire automatiquement et elle est dynamique. C'est-à-dire que si vous avez de nouvelles données qui arrivent, automatiquement, et qui correspondent déjà à la base, il va les retraiter automatiquement. Donc ici, on va dire qu'effectivement, c'est cet élément-là qu'on va chercher dans la table qui se retrouve ici. Et on cherche donc la colonne 2. Et ça nous permet ici d'aller chercher automatiquement, en fonction des labels, les catégories correspondantes. Et là, comme on peut le voir, effectivement, dans la visualisation, on commence à voir quelque chose de beaucoup plus clair sur les personnes qui ont participé et les intitulés. Donc, effectivement, ça sera une des remarques probablement que fera Clément à la fin de la session. Du fait de l'audience de Tandem, eh ben, on a eu beaucoup de product managers ou on a eu beaucoup de UX designers ou de user researchers qui ont répondu à ce sondage. Et donc, c'est sans doute intéressant pour analyser leur pratique de veille, mais ça peut aussi constituer un biais dans l'analyse. En tout cas, il faudra pouvoir être transparent vis-à-vis de ça lorsqu'on analysera les données. Est-ce que du coup, c'est clair toujours? Je vois que l'heure file, donc je vais progresser. Oui, je pense que yes. OK. Donc, en synthèse, à quoi sert la préparation des données et qu'est-ce qu'on retient? Ça permet de vérifier la qualité générale des données. Ça permet aussi de vérifier, on ne l'a pas fait ici, mais la représentativité relative de l'échantillon. Voilà, on sait que, par exemple, dans une population de consultants, de manière générale, on a plus ou moins 50% de femmes, 50% d'hommes. Si on a 80% de répondants qui sont des hommes, on sait que l'échantillon est un peu biaisé. Peut-être, on ne le sait pas, mais en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit, peut-être que cette variable joue sur les pratiques de veille. En tout cas, on l'a à l'esprit. Conserver les données brutes, copier les valeurs à recoder, on l'a vu. Et dernière pratique RGPD compliant, lorsque vous faites des études, parfois vous êtes tenté de demander aux gens s'ils sont OK pour qu'on les recontacte. Par conséquent, vous leur demandez leur email, vous leur demandez des données personnelles. Pensez à anonymiser votre jeu de données. Comme on va le dupliquer, tout ce qui est données personnelles, vous le supprimez. Si vous le mettez à disposition de collègues ou de gens de manière plus large, ils n'ont pas forcément à avoir accès à ces infos-là. Pensez à l'anonymiser. Okay. Donc, on a vu qu'effectivement, on avait préparé les données pour pouvoir les analyser. Quand on les préparait, on analysait déjà parce qu'on se rendait compte de certains patterns. Là, on va passer à l'analyse des données. Alors, en intro de l'analyse des données, j'aime bien citer ce Mark Twain qui était en première page de mon livre de stats en master de psycho. Il y a 3 sortes de mensonges. Il y a les mensonges, les affreux ou les sacrés mensonges et les statistiques. Et c'est vrai, et pourquoi? On l'a vu aussi dans les périodes troubles quand nous avons traversé sur le virus, sur la politique. Bref, on utilise les stats de toutes les manières possibles pour dire tout et n'importe quoi. Pourquoi? En fait, les insights que vous allez tirer des statistiques vont dépendre de beaucoup de choses. Ils vont dépendre de la qualité de l'échantillon, on l'a vu. Est-ce qu'il est représentatif de la population? Ils vont dépendre de la qualité des questions qu'on a posées. Est-ce qu'elles incitent les gens à répondre dans un sens ou dans un autre? Donc, on a fait ce travail avec Laetitia sur le premier webinaire, de la qualité des réponses des personnes, et enfin du type d'analyse et des visualisations que vous allez proposer. Si vous faites varier les échelles, vous pouvez dire tout et son contraire. Donc, de l'intérêt d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle dans l'analyse des statistiques. L'analyse de base, la plus simple et la plus rapide possible, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que met à disposition des éléments des plateformes comme Typeform ou Google Forms, et de commencer à se faire une idée sur la donnée, sur les réponses. Ici, qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe que la majorité des répondants, ils effectuent entre 30 minutes et 2 heures de veille par semaine.
Donc là, on dépasse les 50, on a déjà grosso modo la majorité. On voit qu'en dessous de 1 heure, c'est quelqu'un qui n'en fait pas, donc c'est pour ça que je suis arrivé à quelque chose de 30 minutes. J'ai coupé un peu la poire. Qu'est-ce qu'on voit d'autre en termes de pattern et de comportement? On peut s'intéresser aussi aux valeurs minimales et valeurs maximales. Ici, on voit par exemple 10%, si on cumule, 6, 3, 1, 10% des répondants font plus de 4 heures de veille par semaine. Donc, intéressant aussi de voir qu'en fait, on a des valeurs maximales qui représentent tout de même 10% de l'échantillon. Et enfin, une seule personne qui a réalisé ce formulaire, ce questionnaire, ne fait pas de veille. On va se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ce qu'on peut en tirer, c'est que toute la recherche qu'on a fait ici porte sur des gens qui sont déjà intéressés ou concernés par la veille, ce qui me semble assez logique. On peut aussi se demander pourquoi ceux qui ne le sont pas, quelles sont les raisons de ceux qui ne sont pas intéressés par la veille. Donc, ce type de réponse peut aussi nous inciter à faire d'autres analyses ultérieures, à faire des interviews, par exemple, en allant chercher des gens qui, eux, n'ont pas du tout cette pratique et essayer de comprendre. Dans le cadre, par exemple, du produit de Clément, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des segments qu'on peut convertir à la veille. Toujours dans de l'analyse assez macro et assez simple. L'idée, c'est aussi de rendre accessible la donnée. Ici, on a une question. C'est dommage que je n'ai pas mis la question. Je dois pouvoir trouver ça. Je crois que c'est le nombre de liens, autant pour moi, le nombre de liens sauvegardés par les personnes. Et ce qu'on va essayer de s'appliquer, c'est le principe de Pareto, que vous connaissez certainement. Le principe aussi qu'on appelle le 80-20. À l'époque, Pareto avait identifié que 80% du territoire de l'Italie appartenait à 20% de la population. Et ce type de découpage de l'information permet comment dire, créer des insights qui sont assez frappants et qui marquent les esprits. Donc, ça aide aussi les différents stakeholders à comprendre un peu le sens de la donnée. Donc, dans ce cas ici, je n'ai pas précisément la question, mais ce qu'on peut voir en 80-20, c'est qu'effectivement, 80% des utilisateurs sauvegardent entre 20 à 50, de 20 à 50, entre 0, pardon, entre 0 à 50 liens dans leur outil de sauvegarde de données. Là, je brode un peu parce que je n'ai pas la question, mais si Clément, ça te rappelle quelque chose, n'hésite. OK, 55. Le nombre de contenus enregistrés par mois. Donc, si on résume, ça veut dire que 80% des participants à l'étude enregistrent entre 0 et 50 liens par mois. Et le dernier, qui est aussi un peu plus complexe, mais super intéressant. Un peu plus tôt, on avait traité de la question des outils aussi justement d'agrégation d'actualité. On voyait par exemple qu'effectivement Notion était un outil qui s'utilisait un peu seul, contrairement à d'autres outils. Quand on a discuté avec Clément, une des hypothèses qu'il avait en tête portait sur le fait que les utilisateurs, que les personnes qui font de la veille utilisent des séries d'outils plutôt d'une même marque. On va prendre par exemple les outils Microsoft et les outils Google. Et donc ici, on a ce qu'on appelle un tableau de corrélation. À travers la corrélation, vous allez pouvoir identifier des relations mutuelles entre les données. Est-ce que les données apparaissent simultanément? Est-ce qu'elles apparaissent ensemble? Et on peut, comme on l'a fait ici, montrer une carte de chaleur. Qu'est-ce qu'on observe?
En fait, plus la valeur est proche de 1, plus les outils sont utilisés ensemble. Et plus la valeur est négative, moins les outils sont utilisés ensemble, de manière générale. Donc, en bleu, on va retrouver des éléments. Alors, vous voyez, la ligne diagonale ici, c'est du 1, forcément, hein, c'est Outlook et Outlook. Mais ce qu'on va observer en bleu, c'est que finalement, il semble que l'hypothèse de Clément soit vérifiée par ces données, que effectivement un outil comme Outlook est souvent utilisé avec un outil comme SharePoint et comme un outil comme Teams, qui sont tous les trois dans le set d'outils Microsoft. De la même manière, on va avoir une tendance assez similaire ici, où le Google Site, Google Current, Google Drive sont utilisés assez fréquemment avec d'autres sites. Et pour venir finalement alimenter la réflexion qu'on a eue sur Notion tout à l'heure, on voit ici que en fait, les gens qui utilisent Notion utilisent très peu des outils Microsoft. On voit aussi que les gens qui utilisent Notion, par exemple, ont tendance à utiliser Slack. Voilà. Donc, en fait, on identifie justement par ces co-occurrences, par le fait qu'elles apparaissent en même temps, des pratiques et des utilisations en fait, d'outils de veille en simultané. Donc, pour clôturer ce point analyse, effectivement, si on part du basique, l'idée, c'est d'analyser des comportements majoritaires, aussi de s'intéresser aux valeurs minimales, maximales, et essayer d'interpréter qu'est-ce que cela veut dire, comme on l'a vu sur la notion de non-répondant, d'utiliser la règle des 80-20 juste pour marquer les esprits, et aussi permettre aux gens de s'approprier la donnée, de sortir un peu de la complexité, d'utiliser aussi des corrélations pour trouver des liens entre les données. Donc là, vous pouvez, pour faire cette corrélation, vous pouvez le faire dans Google Sheets, ça se fait assez facilement. D'ailleurs, Clément, du coup, on a fait ça ensemble et il a fait directement dans Google Sheets. Je sais que Laetitia utilise des outils payants qui permettent de faire des corrélations à la volée, c'est-à-dire vraiment de croiser un peu tous vos données pour voir quelles sont les données qui finalement quelles sont les variables qui sont corrélées à d'autres. Donc là, ça peut être aussi intéressant. Si vraiment vous avez du traitement assez massif de données à faire, utilisez ce type d'outil. Et enfin, sur la communication des résultats, j'ai beaucoup parlé, je laisserai aussi un peu plus la parole à Clément tout de suite après. Sur la communication des résultats, les bonnes pratiques, c'est sans réinventer la roue. On a créé en fait toute une structure de formulaire, de questionnaire, si vous avez assisté au premier, qui avait finalement une forme de storytelling. On allait du plus général au plus spécifique. Parfois, ça peut être un storytelling chronologique qui se suit. Donc, l'idée, effectivement, lorsqu'on va communiquer les données, question par question, on va essayer de faire ressortir des insights assez marquants, tout en respectant finalement cette chronologie et cette structure préétablie. À la petite différence que, toujours dans le but d'être transparent sur l'étude et les résultats, on va décrire l'échantillon, on va rappeler un peu qui est-ce qui a répondu à cette étude, le nombre de réponses obtenues en amont de l'analyse et en amont de la présentation des résultats. Donc ici, pour reprendre l'exemple qu'on avait produit, l'échantillon, les usages, le partage de la veille et le partage des connaissances, qui permet à chaque fois, bloc par bloc, d'amener les résultats. Alors, si on est très rigoureux, et il faut l'être quand on analyse les données, on va s'en tenir à des diagrammes très clairs. Comme on a pu le voir, les diagrammes extraits directement de Typeform ou de Google Sheet. Ce qu'on peut faire aussi pour meubler, en tout cas pour nourrir un peu les slides de présentation, c'est utiliser des visualisations un peu originales. Donc, typiquement, ici, ça a été généré dans WordArt. C'est assez
assez simple finalement de générer ce type de visualisation. Voilà, c'est un outil qui vous permet, il y en a plusieurs des outils de génération de tag cloud comme ceci, générer à la volée des mots-clés. Donc ici, le premier intérêt, ça peut être intéressant vraiment sur une analyse très simple, de voir le nombre d'items par ligne. Ça vous permet d'avoir ça. Et après, en visualisation, en 2 clics, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu graphique à mettre dans votre presse et qui introduira le propos, sans avoir de la quanti, sans avoir des chiffres derrière. Ça nourrit. Donc ici, voilà, on a un podcast, LinkedIn en gros. On ne voit pas effectivement si c'est évoqué de manière positive ou de manière négative, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui s'en... Et enfin, sur le dernier point que je laisserai aussi du coup à Clément, vous avez effectivement la partie report que vous pouvez produire vous-même en copiant-collant les graphes directement, ou vous avez la partie dashboard, et cette partie-là est super intéressante pour plusieurs raisons, parce qu'elle vous permet de faire plusieurs choses. Elle vous permet de faire quelque part du tableau croisé dynamique graphique. Donc, on n'a pas abordé cette notion-là parce que justement, elle était abordée dans le dashboard, mais ça vous permet de refiltrer les données et d'avoir des visualisations qui sont adaptées. Ça vous permet aussi d'avoir de la visualisation dynamique, c'est-à-dire que si votre questionnaire est relancé ou si votre base est réalimentée, en fait, vos visualisations vont être mises à jour. Donc, Clément, est-ce que du coup, tu veux aussi nous présenter rapidement le dashboard? Je crois que je prends la main. Ouais. Ouais. Attends, je te laisse prendre la main. Parfait. Donc, effectivement, comme on l'a évoqué, moi, j'ai longtemps été data analyst et je serai toujours data analyst, mais c'est vrai que je suis switché vers l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai été un peu un fervent utilisateur de Tableau Software qui est bien utile, notamment pour de l'analyse de données de vos questionnaires. Sachez que c'est un outil qui peut être gratuit puisqu'il y a Tableau public qui est… donc là, j'ai utilisé Tableau public, donc j'ai aucune… je peux l'utiliser… la seule contrainte de Tableau public, c'est qu'il faut… on va publier classeur sur le tableau public, justement. C'est-à-dire que vous allez devoir partager vos données. Donc, pour des données non sensibles, pour des données professionnelles, c'est peut-être un peu plus gênant. Moi, dans mon cas, j'étais content, au contraire, de partager mes travaux et de pouvoir aussi partager comment je faisais mon analyse visuelle. Donc, voilà, sachez que ça existe et que pour plein d'usages, ça peut être très utile. D'ailleurs, je vais commencer par vous montrer un peu la facilité d'utilisation de tableau. Voilà, quand on parlait tout à l'heure de tableau croisé dynamique, dans Tableau, il suffit de faire ça. Là, par exemple, je croise le poste et la taille d'entreprise, hop, et je prends le nombre de répondants. Et voilà, vous avez votre visualisation qui est faite. Donc, c'est un outil qui est assez simple. L'enjeu pour vous, pour l'utiliser, ça va être plutôt d'avoir une donnée qui est facilement intégrable par tableau. Et donc, pour faire ça, il faut switcher de votre vue avec plein de colonnes à une vue sur laquelle vous avez vos questions et ici vos réponses. Donc, en fait, vous allez pivoter vos données pour obtenir ce tableau-là. Donc, ça, vous pouvez le faire notamment avec Power Query ici. Donc, c'est voilà, les outils d'Excel de data préparation, ça suffit, ou un autre outil de data préparation vous fait ça très bien. Donc, voilà, je vous montre un peu
le questionnaire. Donc là, effectivement, comme on l'a dit, donc moi, j'avais additionné ici Product et UX en même temps, UX Designer. Donc, on a un biais dans notre questionnaire, c'est qu'effectivement, vu le profil, on a beaucoup… donc ça, il faut le garder en tête dans notre analyse, mais ça nous permet aussi finalement d'avoir des retours qui sont assez intéressants. Et je pense que les profils de Product et UX font beaucoup de veille. Mais par contre, ça impacte, on voit bien les domaines de veille, puisque la créativité et le design, c'est une priorité, ce qui est un peu moins le cas dans la population générale, on va dire. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup les graphiques en histogramme, là, ici, parce que en fait, c'est efficace. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici mettre une liste d'items qui peut être assez longue et toujours avoir vos classements et donc avoir des données qui sont assez claires pour explorer vos données. Moi, l'enseignement que j'ai par rapport à ces… Voilà, j'ai choisi de présenter les données dans on va dire, une infographie de ce type-là, parce que je trouve que c'est facile à lire, mais maintenant, il y a… Et je vais sûrement changer ça plus tard. C'est un premier jet d'analyse. Ça m'a permis déjà de découvrir pas mal d'enseignements. Donc, sur cette première partie, notamment sur pourquoi la veille et combien de temps, voilà, on voit ici que la fréquence de veille, elle est assez importante, tous les jours à une fois par semaine pour 80% des gens. Et on y passe donc ça, c'est une moyenne que j'ai faite à partir de vos réponses, donc entre 1 heure et 3 heures, donc 1 heure et demie et 3 heures. Et donc ça, comment j'ai fait cette analyse-là? J'avais proposé une question dans laquelle on pouvait choisir le temps à peu près des données qui étaient proposées de veille. Et donc, j'ai splitté ces deux colonnes et du coup, ça me donne 2 temps différents, un minimum et un maximum. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, vous pouvez à nouveau faire vos moyennes. Et on voit d'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, que grâce à Tableau, on va pouvoir filtrer les items par métier. Donc là, vous allez avoir ici un 1,7 et 2,9 heures de veille. Et sur un autre profil, vous allez avoir les techs et a priori, là, en tout cas sur ce panel-là, faisaient un peu plus de veille que les product designers. Voilà. Ce n'est pas un concours. Hein. Voilà. Et donc, tout le questionnaire peut être filtré comme ça, ce qui vous apporte des croisements qui sont assez intéressants pour vos analyses plus tard. Et bon, j'avais fait du coup un premier questionnaire, donc c'est assez semblable au niveau des retours sur ces questions-là par rapport au questionnaire que j'avais fait il y a 1 an. Donc voilà, sur les outils d'actualité. Bon, après, je vous laisserai aussi, parce que je pense qu'on a assez peu de temps pour tout dépiler au niveau de ce questionnaire-là. Mais voilà, je vous ai partagé le lien. Ce qui, moi, m'a vraiment plu, c'est se dire que là, j'ai vraiment eu le temps de le faire proprement. Et par rapport au premier questionnaire, en fait, quand les questions sont bien construites, l'analyse, elle est plus facile à faire. Et je pense que c'est un vrai enseignement. Le biais, c'est que en fait, vos biais de quand vous faites le questionnaire, vous les retrouvez finalement dans l'analyse. Et là, vous noyez. Voilà. Après, la difficulté de ce questionnaire-là au niveau de l'analyse, c'est aussi il y avait beaucoup de questions à choix multiples. C'est vrai que c'est plus compliqué à faire que des questions à réponse simple. Voilà. Mais c'est toujours plus simple que des questions à texte libre. Et donc, voilà, l'enseignement, le premier questionnaire, j'avais laissé beaucoup parler les gens. Il m'avait dit plein de choses, mais du coup, pour l'analyse, c'était très compliqué à faire. Et du coup, là, je me suis dit, c'était peut-être mieux aussi des interviews. Et maintenant que j'ai eu des retours d'interviews du premier questionnaire, etc., ça m'a permis de faire ces questions à choix multiples et qu'on peut analyser, notamment grâce à des matrices de coloration qui ont leur intérêt aussi. Voilà. Je pense que si vous avez des questions pour aller plus loin dans cette… Peut-être pour finaliser, mais effectivement, je trouvais intéressant de finir sur Tableau. En tout cas, sur la notion de dashboard de données.
parce que souvent, ce type d'études finissent dans un support, soit un Google Slide, un Keynote, au fond d'un drive quelque part, et malheureusement, ils ne sont plus facilement récupérables, cherchables. Donc moi, je vois aussi deux intérêts à la notion de dashboard. C'est déjà d'utiliser des outils de visualisation communs avec un métier qui finalement est connexe, la data analyse. Quand on est en entreprise, moi c'est le cas, en tant qu'user researcher, je travaille de plus en plus avec les data analystes et le fait de stocker nos informations au même endroit dans un format commun, ça permet de créer aussi une culture commune de la donnée. Pour le coup, on utilise aussi d'autres outils qui permettent de stocker des données plus qualitatives de type interview. Et ce type d'études en fait, est facilement recherchable au même titre que des comptes rendus d'interview et ce genre de choses. Donc, la notion de dashboard est vraiment, pour moi, quelque chose de très utile sur la donnée quanti et de la mise à disposition. Je pense qu'on a beaucoup parlé, bien sûr, on a dépassé, mais est-ce qu'il y a des questions? Yes, il y a quelques questions. Il y a surtout une question que je trouve intéressante. Amina qui te demande, est-ce que elle voulait revenir sur la partie word art que tu avais montré, Mathieu. Est-ce que ça permet de visualiser des mots-clés au sein de réponses ouvertes qui seraient longues? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que le Word, je ne sais pas si on a collé le lien dans le chat, comme ça c'est fait. Je pense que ça permet d'identifier effectivement des mots-clés. Ça demande aussi un retraitement parce que on le voit, il va y avoir beaucoup d'articles, de là, de choses comme ça. Donc, il se peut qu'il y ait nécessité de nettoyer ça un petit peu avant. Mais oui, c'est faisable. Typiquement, ce type d'outil, je l'avais aussi découvert dans une présentation de recherche sur des avis de consommateurs clients où on pouvait effectivement copier-coller massivement les données là-dedans et en refaire ressortir des éléments. Donc, on peut faire ça de manière brute et on peut le faire de manière itérative en supprimant un certain nombre d'éléments pour après cleaner un peu le nuage de mots-clés. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous conseille de faire une étape intermédiaire qui est d'utiliser des outils qui permettent d'extraire des mots-clés. Et du coup, vous allez enlever, parce que là, si on visualise par exemple un texte, on va avoir beaucoup de le, la, donc des mots qui vont ressortir, mais qui vont être peu pertinents pour votre analyse. Si vous passez par donc il y a plusieurs outils. Moi, je pense à des API, mais il y a sûrement des outils qui permettent de faire de l'analyse juste en collant votre texte et en sortant quelques mots-clés. Ça s'est fortement popularisé. Et donc, et à partir de cette extraction de mots-clés, vous la visualisez dans WordArt. Donc, il y a peut-être une étape à faire intermédiaire. Ouais, je pense aussi à des logiciels d'analyse de lexique qui peuvent après te faire des recoupements par les racines, ce genre de choses. Donc, ça peut être intéressant. Mais ça, du coup, c'est un autre sujet, un autre webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes qui voudraient les écrire dans le chat ou les poser directement à l'oral? Et en attendant le temps que vous les posiez, moi je vais juste conclure en disant que Clément, tu avais fait un super travail de reboucler avec le premier webinaire parce que effectivement, je pense que s'il y a deux trucs à retenir de cette série de webinaires, c'est que pour un questionnaire quanti, pour se simplifier la vie, pour apprendre, pour réussir à avancer sur son projet à partir des réponses à un questionnaire, eh ben, il faut l'avoir bien construit, parce qu'en l'ayant bien construit, on arrivera plus facilement à l'analyser, et en ayant une analyse plus simple, eh ben, on pourra plus facilement en tirer des insights. Et je pense que c'est vraiment essentiel, et du coup, Clément, ton témoignage est encore une preuve supplémentaire de ça, donc c'est vraiment cool. Je voulais vraiment, je tenais à la... Merci pour les conseils d'experts. Parce que ça reboucle la boucle et c'est top. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'autres questions, peut-être. Et puis il est 20h16, donc l'idée c'est pas non plus de s'éterniser. Mathieu, Clément, Laetitia, est-ce que vous voulez mettre peut-être un dernier mot pour conclure et puis comme ça on lâchera tout le monde, profite de leur soirée.
Non, mais écoute, pour moi, c'était une super expérience de collaborer avec vous sur cette analyse. Je n'ai pas le nombre multiple de mains qui ont travaillé là-dessus, mais c'était très intéressant. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je le dis tout le temps, hein, c'est genre le premier truc dit à chaque fois, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de quanti. Et donc j'ai vraiment appris énormément de choses pendant ces deux webinaires. J'espère que ça a été le cas aussi pour toutes les personnes qui sont dans l'audience aujourd'hui et qui l'étaient il y a un mois. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'en profite pour repréciser, mais merci encore à tous ceux qui ont répondu au questionnaire quanti qui a servi du coup de support ce soir parce que pour chaque réponse qu'on a obtenue, on s'engage du côté Tandems à reverser un don d'1 € à Médecins Sans Frontières. Et donc, du coup, comme on a eu 108 réponses, et on fera un don de 108 € à Médecins Sans Frontières. Et c'est cool, merci parce que vos réponses nous ont aidés, nous. Elles vous ont permis de faire ce webinaire, mais elles vont aussi porter une petite pierre à une cause plus grande que nous. Et tout ça, c'est cool. Voilà. Et ben comme toujours, il y aura un replay qui sera publié la semaine prochaine. Merci à tous pour vos retours dans le chat. C'est hyper agréable aussi de voir que voilà que vous étiez là, vous avez écouté, vous avez trouvé ça intéressant. Et ben du coup à une prochaine pour un prochain webinaire. Et merci encore Clément, merci encore Mathieu, merci encore Laetitia pour tout votre travail pour ces webinaires. Ça a été vraiment top de travailler avec vous et vous êtes bienvenus pour de futurs webinaire, évidemment, à bras ouverts. Merci France. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye, bonne soirée. Merci, merci.